Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de EMcast. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Tillon, ancien étudiant de l'EM Lyon et fondateur de SIDO, une agence de conseil, et du Bahut, une école qui sont tous deux liés à la pédagogie, ainsi que de nombreux autres projets dont nous aurons l'opportunité d'évoquer. Bonjour Sylvain, j'espère que tu vas bien et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, bien, je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Alors pour commencer, j'aimerais te demander tout simplement comment t'es venue l'envie d'entreprendre. Très bonne question. J'ai toujours eu un comportement un peu rebelle à l'école. Alors, j'étais plutôt bon élève, mais j'aimais apprendre un peu par moi-même, j'aimais faire des expériences, j'aimais voir ce qui marchait ou pas. Et dès l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots, à essayer de monter des projets à titre perso. Mais je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat. Mes parents ne sont pas du tout là-dedans, ça leur faisait très très peur. Ça me faisait aussi très très peur parce que ça me paraissait loin et compliqué et pas accessible pour moi. Sauf que aux entretiens d'école de commerce, à l'époque, je racontais que moi, mon rêve, c'était effectivement de passer une dizaine d'années dans le conseil pour apprendre les bases de la vie, enfin surtout du boulot, et ensuite me lancer à créer une boîte. Mais je ne savais pas du tout dans quoi, ni comment, ni pourquoi. Mais c'est ça qui me semblait un peu cool, c'était de tenter l'expérience par moi-même et d'essayer de faire mes propres erreurs et d'apprendre. Voilà. Donc, du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Et le déclic, ça a été, enfin, j'avais envie, clairement. Et le déclic, ça a été le projet de création d'entreprise, le PCE, qui est organisé en première année à l'EM pour ceux qui sortent de prépa. Je crois que maintenant, c'est en deuxième année. Enfin, je ne sais plus comment c'est, mais à l'époque, ça durait 9 mois. C'était le seul vrai cours intéressant de la première année. Enfin, pardon pour les autres, hein. Organisé par Régis Gouget, qui est un prof extraordinaire qui raconte ultra bien les histoires. Et on avait 9 mois pour trouver une idée, faire notre business plan, lancer un proto, tester le marché et présenter ça devant des profs au départ. Donc, on était une soixantaine d'équipes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça à peu près. Et, euh, et ils choisissaient les 12 meilleures équipes pour passer devant un jury pro. Et moi, parmi plein d'idées, j'en avais une qui me venait de la moto, parce qu'à l'époque, je faisais de la moto. Enfin, c'est bizarre le lien, hein. C'était de faire des bijoux pour cheveux qui tenaient dans les cheveux grâce à du scratch. Alors, c'était pas très joli, mais ça tenait vraiment bien. Parce que je m'étais rendu compte que le scratch sur mes blousons de moto tenait dans mes cheveux. Et voilà donc comment on a démarré notre projet. On a fait des protos qu'on a même vendus dans les boutiques de Sange à Lyon, de façon assez marrante. Et on a été sélectionné parmi les 12 meilleurs projets de la première année, face à un jury pro où j'ai fini 11e sur 12. Mais une des jurys est venue me voir à la fin pour me dire, Sylvain, ton... tes bijoux sont pas très beaux, ton équipe, elle tient pas la route, mais j'adore le concept, j'adore cette idée de boucle d'oreilles de cheveux, de truc qui sert à rien, mais qui est juste joli. Si tu vois plus loin, voilà ma carte et je t'invite à dîner pour en discuter. De un, elle était très, 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 très jolie, et de deux, elle travaillait chez L'Oréal, donc je me suis dit, si L'Oréal s'intéresse à ce projet, je vais prendre le dîner et on verra bien où ça me mène. Et voilà comment j'ai créé ma première boîte. En ce premier projet en PCE et toutes les entreprises que tu as pu créer maintenant, c'est quoi les différentes choses que tu as pu mettre en place pour garder cette hargne, cette envie et ta motivation? Il y a toujours un côté défi. Clairement, là, le projet que j'ai lancé en première année de l'EM, c'était aussi lié avec le fait que j'ai fini 11e sur 12, que mes parents n'y croyaient pas, que mes copains de promo se moquaient un peu de moi, parce que c'était un projet pour filles, parce que ça faisait pas très sérieux, j'imagine. Que ça m'a vraiment donné encore plus envie de montrer qu'ils pouvaient avoir tort. Donc, dans tous les cas, en fait, dès que je trouve un truc un peu fou, très innovant, qui semble un peu impossible, c'est ça qui m'éclate, c'est le défi intellectuel ou le défi mathématique, je sais pas. Il y a un truc de j'ai envie de craquer le modèle, voir si ça marche ou pas. Le problème de tenter de craquer le modèle, c'est que souvent on se plante. Ça m'est arrivé souvent du coup. Mais, euh, mais c'est par cycle de 5 ans. Donc certains disent que je suis serial entrepreneur. J'aime pas du tout ce mot-là parce que c'est pas. J'entreprends pas pour entreprendre. J'entreprends parce que enfin, j'ai l'impression de n'être pas trop mauvais dans ma boîte que les 2, 3 premières années, quand il faut tout défricher, quand il faut tout imaginer, quand c'est ultra vierge et qu'il faut créer le cadre. Mais à partir du moment où il y a un cadre et que ça commence à fonctionner et qu'il faut améliorer, grandir, dupliquer,
clairement, je ne suis pas la meilleure personne, je ne suis pas assez organisé, je ne suis pas assez bon manager, parce que je ne suis pas là, parce que j'explique pas assez bien, parce que je ne suis pas assez les gens. Et d'où, en fait, voilà, les 3 premières années, on va dire que je performe à peu près dans ma boîte. Après, je commence à décliner, voire à être dangereux pour mes boîtes. Et le truc, c'est qu'il faut quand même que je bosse, parce que sinon je m'ennuie. D'où tous les 4-5 ans, je commence à maturer une nouvelle idée qui vient soit d'un problème que je vois dans ma boîte, soit de choses que je rencontre chez les gens, soit d'une lecture, soit d'un un défi qu'on m'a lancé, et je tente autre chose. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai créé quoi? Vraiment, j'ai créé 5 ou 6 entreprises, mais mais parfois, j'ai créé pour me dire, bon, j'ai besoin d'une structure pour facturer, on verra bien où ça me mène. Et ça m'a mené nulle part, et 18 mois après, j'ai arrêté. Il n'y a eu que 4 boîtes sur lesquelles je me suis investi vraiment à fond, Lucifer, Sido, Tilki et le Bahut maintenant, mais qui n'est même pas une entreprise, qui est juste une marque. Très très bien. Donc on voit que les sources de motivation, elles peuvent être diverses. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, est-ce que la colère peut aussi être une source de motivation et n'est-elle pas créatrice des fois? J'aime bien, moi, je vois un peu la colère comme la création, enfin la destruction créatrice de Schumpeter. Il y a un petit côté de... Alors, il y a des moments où effectivement ça va plutôt être mauvais pour ma boîte, mauvais pour moi aussi, qui va me renfermer et qui va pas être bien. Mais quand je vois un truc qui me paraît fou, qui marche pas, ou qui dysfonctionne, j'aime bien essayer de trouver une solution. Là, dernièrement, je suis partenaire du club de foot de la Duchère à Lyon, qui est un quartier prioritaire, on va dire sensible, euh, où il y a une énergie folle, où il y a plein d'envie, des gens très respectueux. Limite, nous, Lyonnais, enfin, je vais me mettre dans le lot, on a peur d'aller à la Duche parce qu'on entend aux infos que de temps en temps, il y a des gens qui se tirent dessus, qu'il y a des trafics de drogue et tout. Mais dans l'ensemble, il y a toute une population qui n'est pas du tout liée au trafic de drogue et qui a envie de s'en sortir et à qui on ne propose pas grand-chose. Et, en- et via le Bahut, je me rends compte qu'il y a énormément d'employeurs qui cherchent des spécialistes de la formation numérique, des gens potentiellement pour gérer les plateformes LMS, donc Learning Management System, celles qui hébergent tous les contenus de formation. Il y a plein d'offres d'emploi, mais personne qui est formé à ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, un peu comme Simplon a fait en lançant une formation pour développeurs, pour codeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas nous lancer une formation pour administrateurs LMS et qu'on va proposer spécifiquement aux personnes qui vivent à la Duchère ou qui sont liées à la Duchère pour essayer de leur, enfin déjà pour montrer que le numérique, c'est pas inaccessible, pour leur montrer qu'aussi, eux peuvent accéder à des jobs cool et en fait pour essayer de recréer cette inclusion, ce partage et ce lieu de vie qu'est Lyon. J'adore cette ville et j'aimerais bien que toutes ces différences deviennent pas quelque chose d'invivable et qu'au contraire, on en fasse plutôt une force. Donc là, tu vois, la colère, elle vient d'un constat là-bas où les formations qu'on leur propose, la plupart, c'est magasinier Lidl ou équipier McDo ou agent de sécurité et qu'ils n'ont pas beaucoup de choix par rapport à nous, où nous, on a un peu le champ des possibles qui est ouvert complètement, eux, beaucoup moins, et on va leur proposer que des jobs qui sont un peu refusés partout ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai envie de casser ça, de montrer qu'on peut faire autrement. Alors, ça se trouve, pareil, je peux planter, hein, ça se trouve, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à former ces jeunes, ou je vais pas avoir de candidats, ou les employeurs vont refuser aussi ces profils atypiques. Ouais, je crois pas trop à ça, il y a une telle pénurie en ce moment que je pense que les employeurs nous feront confiance. Voilà, mais il y a plein de possibilités où ça peut planter. Après, l'avantage par rapport à d'autres défis fous, comme Lucifer ou Tilki, je maîtrise une grosse partie des parties prenantes. Je maîtrise le fond, l'administration LMS, je sais faire. On a les partenaires déjà clés qui ont signé des lettres comme quoi ils s'engagent avec nous et comme quoi ils nous faisaient confiance. On a les employeurs, on a les locaux pour former, on a les formateurs, on a les financements. Voilà, la part de risque qui existe encore, parce que de toute façon, quand on lance une boîte, il existe toujours plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Là, c'est est-ce qu'on va réussir à détecter des bons candidats et est-ce qu'on va réussir à former ces candidats? Est-ce qu'on va réussir à leur donner l'amour, la passion pour ce job-là? Voilà, ça va être notre défi à nous, mais on va tout faire pour. Voilà, la colère pour moi est quelque chose qui me donne envie de faire bouger les choses. Mais après, ça peut être dans la création d'entreprise, mais comme dans la création de projets plus associatifs.
Dernièrement, il y avait un autre truc qui m'énervait. Enfin, il y a 3 ans, c'était sur LinkedIn, les citations inspirantes ou les textes copiés de partout, et surtout les plagiats. Donc, avec un copain, on avait créé Copypost pour se moquer un peu des gens qui plagiaient bêtement des textes qui buzzent sur les réseaux sociaux. Sauf que moi, en fait, ce que j'aimais bien, c'est aller chercher la source de l'histoire, d'où qui était celui qui avait écrit ce premier texte, ou où est-ce qu'il était vrai déjà, parce que souvent, il n'était pas si vrai que ça. Et un copain est venu me voir en décembre 2020, un copain avocat qui nous défendait un peu, ce qu'on se faisait traiter de nazis, de délateurs et tout, en me disant, Sylvain, en ce moment, il y a un autre problème que le plagiat. Le plagiat, c'est cool, mais limite, ça fait de mal à personne. Ce qui est un peu plus dangereux, enfin si, ça fait de mal quand même aux auteurs, mais ça fait pas trop de mal à l'ensemble de la population. En ce moment, il y a le Covid et il y a énormément de désinformation sur le sujet. Ce serait bien qu'on apporte une réponse scientifique un peu à tous ces messages qui disent que, il y a des puces 5G dans le vaccin, que le vaccin est là pour nous contrôler, nous tuer, que ça va nous mettre d'autres maladies, enfin, des trucs un peu graves qui font que la population n'a pas confiance en ce vaccin, qui font que bah, on va retarder la fin de cette pandémie. Et il faut que les gens ils connaissent l'état de l'art. Après, ça ne veut pas dire que la science ne peut pas se désavouer, ça ne veut pas dire que la science a toutes les réponses, mais il y a certaines choses un peu basiques où on peut déjà trouver des réponses. Et donc, ensemble, on est parti, on a créé l'association C'est vrai ça, qui lutte contre la désinformation sur LinkedIn. Alors, aussi bien des choses un peu costauds comme la santé et le Covid, mais des choses beaucoup plus futiles comme les fausses citations d'Einstein, de Mandela ou Gandhi, ou des fausses expériences comme celle de la grenouille qu'on met dans une marmite et qu'on fait cuire à feu doux, et comme elle s'adapte, elle meurt de chaleur sans même s'en rendre compte. Ce qui est complètement faux, ça a été retesté par plusieurs scientifiques. Et en fait, elle cherche à sortir tout de suite de la casserole si elle peut ou de la marmite. Et que si elle peut pas, elle va mourir d'épuisement puis de chaleur. Mais c'est pas en montant un petit feu qu'on arrive à la laisser dedans. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et l'association s'appelle C'est vrai ça. Et on nous retrouve sur LinkedIn. Et il y a maintenant une grosse communauté qui nous suit, parce qu'on est 50 000 abonnés. Mais ça vient vraiment d'une colère de dire, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, essayez de sourcer un peu les infos, essayez de vérifier. Sachant que je me suis aussi, moi, fait avoir. Hein, parce que ma citation de jeune entrepreneur, pardon, euh, que j'adorais beaucoup, j'aimais vraiment beaucoup, c'était ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Elle est de qui, Kamal, tu sais? Alors non, je sais pas du tout. Bah, elle est attribuée à Mark Twain, qui est l'auteur américain de Huckleberry Finn ou Tom Sawyer. Et ben, elle Très n'est bien. pas du tout de Mark Twain, elle est de Marcel Plagnol. Alors, elle n'est pas complètement. Enfin, il manque un tout petit bout. Marcel Plagnol a écrit dans un bouquin dans les années 60, je crois, si je n'ai pas de bêtises à vérifier, sur le cinéma. Il a écrit Il était ignare, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et j'aime beaucoup cette bout de phrase qui manque dans la citation qu'on attribue à Mark Twain aujourd'hui, parce que je crois aussi beaucoup, en plus de la colère, à la naïveté, à croire qu'on peut tout changer et qu'on peut changer le monde et à tenter des trucs incroyables. Parce que, limite, avec l'expérience, on s'interdit plein de choses, on se dit que c'est pas possible, on voit tout de suite les obstacles ou les difficultés. Alors que la naïveté, parfois, a beaucoup de bon. Même si moi, ça m'a amené à me planter, à me faire mal, je suis très, très, très content d'avoir fait cette première aventure, Lucifer. Même si sur le papier, si je regarde aujourd'hui, je me dis, mais c'était complètement taré. Alors j'ai l'impression que plus le temps avance et plus tu t'engages de manière importante et forte. D'où est-ce que cette envie, est-ce qu'elle te vient et comment ça se matérialise aussi, peut-être que ça soit sur le plan pro, mais sur le perso. Euh, il y a plusieurs choses à ça. Un, déjà, enfin, je viens d'une famille plutôt modeste, j'avais fait des prêts étudiants et il y avait déjà essayé de moi m'en sortir. J'avais besoin de réussir, tu vois, de me prouver que j'étais capable de gagner un peu d'argent, de mettre un peu d'argent de côté, de me sentir un peu plus à l'aise. Et une fois ce stade atteint, bon, il a mis du temps, hein, parce qu'à 28 ans, je vivais chez des gens et j'avais pas d'appart et j'avais pas de quoi payer une coloc. Mais maintenant, presque à 40, ça va mieux. Et, et du coup, bah, j'ai plus cette motivation qu'est l'argent, qu'était l'argent, ou moins cette motivation qu'était l'argent en tout cas, parce que j'aime pas les yachts, j'aime pas les grosses voitures et je vois pas l'intérêt de gagner des sommes folles. C'est pas un rêve perso, c'est pas un objectif. Et maintenant que j'ai ce confort matériel qui me rassure, bah, j'ai envie d'aider un peu plus les autres, de donner aussi un peu aux autres cette chance qu'on m'a donnée à moi aussi.
Et donc il y a ça. Il y a aussi le fait d'être ancré très localement parce que en créant des entreprises, tu embauches des gens qui ont tous des histoires incroyables, passionnantes et qui ont tous vécu des galères folles. Et ça te fait voir le monde un peu différemment que mon petit prisme à moi, d'ancien prépa, école de commerce. Et aussi peut-être le fait que je sois papa. Je me rends compte qu'on est dans un monde où les inégalités se creusent parfois, où là en ce moment il y a quand même une catastrophe environnementale dont on parle trop peu, je trouve, ou pas assez bien. On ne se rend pas compte de ce qui se passe au niveau scientifique. Je veux dire, enfin, les données sont bien pires que ce qu'on entend dans les médias ou ce que les gouvernements veulent bien nous raconter. Et que j'ai l'impression qu'on a une attitude très attentiste. Et du coup, j'ai pas envie d'attendre, moi. J'ai plutôt envie d'essayer de faire et de montrer un peu l'exemple là-dessus ou de montrer qu'on peut faire différemment. Il y a aussi vraiment cette idée-là d'être fier de ce que je fais le matin et de me dire, au moins, j'ai essayé. Je ne ferai pas tout, je ne changerai pas tout. Et clairement, je vise un tout petit changement dans mon coin à moi. Mais si grâce à moi, je peux embaucher 20 ou 30 jeunes de la Duchère qui n'avaient pas de job, qui n'avaient pas vraiment d'avenir professionnel, grâce à mon école, j'aurais réussi un petit bout de mon pari qui est d'améliorer un peu notre ville et notre pays. Voilà. Et je pense que ça montre bien que le fait d'être entrepreneur, c'est pas seulement une quête vers les sous et vers une notoriété, mais ça peut avoir un objectif qui est bien plus large. Et c'est une super opportunité pour moi, du coup, justement, pour te demander, est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions pour devenir entrepreneur ou bien est-ce que c'est à la portée de n'importe qui? Alors, déjà, malheureusement, je trouve que parmi les entrepreneurs, même parmi les jeunes entrepreneurs, je vois peu de changements au niveau managérial, je vois peu de changements en termes de fonctionnement de l'entreprise. Moi, il y a plein de trucs qui me dépassent. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans mes petits boulots jeunes. Je te raconte juste cette anecdote avant de répondre à ta question, je suis désolé, mais quand j'étais gamin, du coup, je suis parti à Malte à l'âge de 18 ans et 19 ans pour apprendre l'anglais. Donc, j'y suis parti l'été pour me dire, au moins, j'aurai le soleil et ce sera un peu cool et je pourrais sortir un peu en soirée, profiter de la vie tout en parlant anglais. Et du coup, pour m'obliger à parler anglais, mon père m'a payé mon billet d'avion et c'est tout. Il fallait que sur place, je me débrouille pour trouver un logement et de la bouffe et donc je bosse. Et j'ai bossé dans un restaurant et j'ai eu la chance d'être embauché parce que je m'appelais Sylvain Tillon et que j'étais français. Et, et du coup, pour eux, un Français, il devait savoir cuisiner. Donc j'ai été pris en cuisine. Parce que j'avais pas de visa ni rien, donc j'avais pas le droit de travailler en salle, mais j'avais le droit de travailler enfin, elle pouvait me cacher en cuisine. Déjà, première chose, je me suis rendu compte que j'avais une chance folle d'être français. Deuxième chose, on était payé en fonction de notre nationalité. Donc les plus payés, c'était les Maltais, devant les Français et Italiens, toujours parce qu'on était censé savoir cuisiner, devant le reste de l'Europe, et devant les Libyens, qui en plus n'avaient presque pas le droit de toucher à la nourriture, parce qu'ils étaient très mal considérés à Malte. Et pareil, deuxième choc où putain, je suis payé, alors j'ai 18 ans, que je ne connais pas tout le métier, et je suis payé parce que je suis français, plus que mon collègue. J'avais deux collègues incroyables qui m'ont formé, qui m'ont tout appris, un roumain et un serbe. Et le serbe, lui, était cuisinier de métier. Et vraiment, sans lui, la cuisine, elle n'aurait pas tourné, parce que c'est lui qui savait faire la pâte à pain, la pâte à pizza, tous les choux, parce qu'on faisait beaucoup de choux en dessert, des profiteroles, c'est lui qui savait faire aussi. Et clairement, sans lui, il n'y avait pas de cuisine. J'étais plus payé que ce mec-là. Et dernier point qui m'avait surpris à l'époque, c'était de me rendre compte que on bossait, on était conviés à 17 heures et on était censé finir à 23 heures, donc on était payé 6 heures, mais on finissait toujours à minuit et sans heures sup et sans que ces dernières heures soient payées. Et en plus de ça, on touchait rien des pourboires. Alors pour moi, quand tu es au restaurant et que tu donnes un pourboire, c'est parce que tu as passé un bon moment, que ça a été très sympa, mais aussi parce que la cuisine était bonne. Et que je trouvais ça pas normal du tout qu'il n'y ait pas un certain partage en fait de cet argent. Et quand j'étais allé voir la chef pour lui en parler, elle m'avait répondu: mais ta gueule, t'as 18 ans, retourne à ta place. Si t'es pas content, va-t'en. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ce qui fait que quand j'ai créé mes boîtes, j'ai toujours essayé de mettre en place un modèle un peu plus transparent, notamment par exemple sur les salaires, parce que je voulais pas qu'il y ait de choses incomprises ou injustes, comme ces différences de salaire par rapport à la nationalité. Ce qui, du coup, évite par exemple que les femmes soient moins payées que les hommes, ou ce qui évite des salaires déconnants pour les dirigeants aussi, parce que du coup, je vais essayer que ce soit transparent dans ma boîte. Et deuxième chose, j'aimais pas ce côté de prime très individuelle, qui n'était pas toujours lié d'ailleurs au résultat ou au travail. Autre anecdote horrible,
quand je faisais livreur de pizza, alors ça c'était j'avais les étés de 16 et 17 ans, euh, je touchais plus de pourboire que mon collègue, qui était lui beaucoup plus typé que moi, qui avait la peau plus basanée, et bah, je touchais à peu près 2 fois plus de pourboire que lui, parce que moi j'étais blanc. Pareil, choquant, et je me dis merde, mais pourquoi on fait le même taf, on est souriant pareil, on est gentil pareil, on est poli pareil, on fait de notre mieux pour que les pizzas arrivent chaudes et en bon état, et à la fin, moi j'ai plus d'argent. Et du coup, pareil, dans ma boîte, j'ai voulu mettre en place un autre système de primes beaucoup plus collectives. Et pour moi, c'est un effort collectif et on doit tous récupérer un bout du fruit de notre travail et pas que ce soit lié à la tête de chacun. Ce qui crée d'ailleurs des trucs extraordinaires en interne en termes de soutien, en termes de travail. Et il n'y a pas un qui tire dans son coin pour être meilleur que tout le monde, il fait tout pour que tout le monde progresse et grandisse. Il y a un truc très très positif qui se met en place derrière. Et dernière chose, je te disais que j'avais créé aussi pour l'argent au début, parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de gagner de l'argent, surtout que la première boîte, je l'ai plantée, faute de vouloir gagner de l'argent. Et du coup, on a mis en place depuis le premier jour un truc un peu qui me semble tout con, mais un peu logique. Tu vois, j'ai créé la boîte avec 3 000 euros de capital parce que j'avais plus une thune. Enfin, on était deux, donc on a mis 1 500 euros chacun à l'époque, il y a 13 ans. Et j'avais dit, tout résultat de la boîte, on en donne 50% aux salariés. Parce que si la boîte fait du résultat, c'est aussi grâce aux équipes, ce ne sera pas que grâce à moi. Et aujourd'hui, ça représente des sommes importantes pour les salariés, et ce qui fait ils se sentent pas spoliés, ils savent qu'on ne cherche pas à les exploiter. Et il y a bah, je sais pas, pour moi, c'est normal, tu vois, c'est une boîte de service, on est 25 aujourd'hui, c'est pas grâce à la dirigeante et à moi que ça tourne, c'est grâce à toute l'équipe, c'est grâce aux 23 autres, et c'est normal qu'il y ait une partie, pour moi, de ce résultat qui soit redistribuée. Surtout qu'on a un tout petit capital, je dis pas dans des boîtes qui ont mis énormément d'argent sur la table pour lancer une production dans une usine ou pour développer un logiciel, mais pour une boîte comme nous, qui n'avons jamais mis d'argent dans la boîte, ou quasiment pas, on a passé les 5 années dangereuses de lancement de boîte. Aujourd'hui, la boîte elle est tranquille, il y a des fonds propres, il y a de la trésor. Je vois pas pourquoi cet argent me reviendrait à moi, alors que je suis payé au quotidien pour mon boulot. Je vois pas pourquoi je serais payé 5 fois alors qu'ils sont payés qu'une fois. Voilà, donc on partage cet argent-là. Euh, et ça, je le vois assez peu chez les entrepreneurs finalement. Pour beaucoup, si la boîte marche, c'est grâce à eux, si elle plante, c'est grâce à eux, enfin, c'est à cause d'eux. Et ça, je suis assez d'accord. De toute façon, si tu plantes, c'est à cause de toi, et si ça marche, par contre, c'est aussi grâce aux autres. Et je trouve que ça bouge pas si vite que ça chez les entrepreneurs, et il n'y a pas tant d'initiatives qui montrent une redistribution de la richesse et qui montrent qu'on peut manager différemment, qu'on peut faire confiance aux gens, qu'on peut leur donner de l'autonomie, et que c'est aussi ça qui fait qu'une boîte va bien fonctionner derrière. Le surcontrôle qui a été mis en place et qu'on nous en prend un peu en école de commerce, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours productif et efficace. Excuse-moi pour cet aparté. Non, non, c'était vraiment super et je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes qui nous écoutent et qui vont découvrir un pan et une vision de l'entrepreneuriat qui est qui est complètement différente. En plus, ça tombe très très bien, tout simplement parce que je voulais te demander, du coup, grâce à ton parcours et toutes les expériences que tu as pu faire, c'est quoi maintenant les morales ou les petits tips que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, morale et tips. Bah, ouais, ma petite phrase, c'est que entreprendre, c'est accepter l'échec. Que clairement, si vous voulez être sûr d'avoir un joli salaire, vaut mieux travailler dans le conseil, dans la finance, que créer votre boîte, parce que ça reste pas simple, il y a des moments difficiles et il y a plein de moments en fait où le marché vous attend pas. Il fait autrement, vous avez beau proposer quelque chose qui vous semble mieux, mais en fait, il n'a pas besoin, vraiment. Donc, c'est pas simple de réussir sa boîte. Pour autant, c'est quelque chose de passionnant. Moi, je me vois difficilement faire autre chose, même si sûrement que par moment, j'étais bien moins riche que mes collègues de promo qui ont un job salarié. Mais c'est pas autant ça que je recherche, c'est déjà être content de moi le matin. Euh, enfin, pour aller plus loin que ça, c'est même un copain qui m'avait raconté ça Vincent Leroux, un ancien de l'EM aussi, MBA, qui était investisseur chez Lucifer, qui m'a dit Sylvain, quand tu es entrepreneur, il y a 3 F. Et pour tenir dans ta boîte, il en faut au moins 2 des 3. Si tu as les 3, ça devient vraiment cool. Du coup, j'ai créé la boîte dont je rêvais avec les 3 et j'ai essayé d'ajouter un 4e. Alors, je te raconte les F, c'est fun, fric et foi. Fun, est-ce que tu t'éclates au bureau? Est-ce que tu aimes tes collègues? Est-ce que tu as un espace de travail qui est cool?
Est-ce que tu passes des bons moments en travaillant? Est-ce que tu fais des choses qui t'intéressent aussi? Frick, est-ce que tu gagnes ta vie suffisamment pour aussi vivre à côté et avoir des projets à côté? Simplement. Et foi, est-ce que tu crois à ce que tu fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu apprends tous les jours? Est-ce que tu te dis que grâce à cette boîte, il y a des choses qui vont bouger, évoluer en bien? Voilà, en gros, les 3 F. Et tu peux tenir avec 2 des 3. Tu peux avoir foi et fun. Tu t'éclates au bureau, tu as des super collègues, un super manager, et en plus, tu fais un truc bien. Tu espères que ça marchera un jour pour gagner plus d'argent, mais au moins, ça permet de tenir. Par contre, quand on n'a plus qu'un, même si c'est le fric, tu pars en burn-out, quoi. Parce que si tu n'es pas content d'aller au boulot, que tu as un manager horrible ou une manageuse horrible, et qu'en plus, tu ne crois pas à ce que tu fais, tu as beau gagner ta vie, c'est compliqué de tenir. Et le but, quand tu as les 3, mais attention, hein, ce quatrième, il ne faut surtout pas l'ajouter avant d'avoir les 3 et d'être à peu près stabilisé, parce qu'il va créer un déséquilibre. En gros, si on a 100 points à donner, bah, il va falloir en partager un peu avec ce quatrième, qui est freedom. C'est d'avoir un peu plus de liberté sur sa façon de travailler, sur son organisation du temps, et, euh, et sur la possibilité de faire aussi d'autres choses à côté. Ce que j'ai un peu créé aujourd'hui avec le Bahut, et c'est vrai ça, qui est une association où je gagne pas d'argent, mais ça me prend une vingtaine d'heures par semaine, mais c'est tellement passionnant que j'arrive pas à faire moins. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le fun, freak, foi, freedom. Et, et pour moi, c'est ça que je cherchais dans l'entrepreneuriat. Par contre, il y a énormément de moments de doute où tu vas pas bien, où tu dors pas. T'as pas de chômage, tu as une sécurité bien moins forte aussi. Et tous les jours, il faut prendre des décisions qui sont pas toujours marrantes, qui sont pas toujours simples, et surtout, tu sais pas ce que ça va donner à la fin. Mais tu es quand même responsable des 25 salariés qui sont dans la boîte. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit pour tout le monde, parce que faut certains traits de caractère, ou peut-être pas. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou pas. J'ai vu des entrepreneurs très malheureux qui finalement n'aiment pas prendre ses décisions, qui n'aiment pas devoir trancher, qui n'aiment pas avoir la responsabilité de X personnes sur eux et uniquement eux, ou finalement qui n'aiment même pas leur boulot au final. Parce que malheureusement, en tant qu'entrepreneur, tu fais un peu ce que d'autres ne font pas. Avant d'être au stade où tu délègues tout et tu fais que ce que tu aimes, il y a tout un stade où c'est un peu à toi de te coltiner les tâches pas faciles, parce que c'est à toi de montrer l'exemple et qu'il faut y passer aussi pour être capable de les déléguer. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde ou pas. Après, moi, c'est un choix de vie. On apprend beaucoup sur soi, sur ce qu'on est capable de faire ou pas, là où on est bon, pas bon, surtout là où on n'est pas bon. Et on est obligé d'avoir un peu d'humilité par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'on est nul sur certains trucs et qu'il faut être capable de déléguer ou de s'entourer ou de progresser sur ces sujets, si on en a vraiment besoin. Parce qu'il y en a certains comme la vente, si on n'aime pas vendre et si on ne sait pas vendre, en tant qu'entrepreneur, ça va être compliqué, parce que pour moi, personne d'autre que le fondateur ne pourra mieux vendre que lui. C'est lui qui a la passion, c'est lui qui a la connaissance globale du projet, c'est lui qui a les mots-clés, et c'est lui qui a la vision de là où ça doit aller. Je ne dis pas qu'il faut qu'il soit commercial toute sa vie, mais pour moi, s'il n'est pas capable de faire les premières ventes, il y a un drapeau rouge, un red flag, j'allais dire, un drapeau rouge à lever. Voilà, donc ça, pour moi, le tip principal, ce serait ça. C'est que n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours de la réussite, c'est pas toujours ce qu'on entend dans les médias. C'est aussi des moments pas marrants. Et que si vous êtes prêt à accepter ça, si vous êtes prêt à vivre ces montagnes russes, foncez, c'est tellement génial que même si vous vous plantez, faites gaffe à pas vous planter trop financièrement, mais même si vous vous plantez, vous aurez tellement appris, tellement grandi que ça vous aidera pour la suite. Merci beaucoup, je pense que c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez en apprendre un peu plus sur son parcours, il y a notamment des présentations TEDx qui sont vraiment super. Un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouvel épisode de EMcast. Merci, à très bientôt.